Bonjour. Nous avons parlé dans le chapitre précédent de la courbe de Phillips, qu'on appelle aussi arbitrage de Phillips. On sait que pour les néoclassiques, le salaire est lié à l'efficacité du travail et n'a pas de relation avec le chômage, ce qui est contradictoire parce qu'en période de fort chômage, comme je vous ai expliqué lors notre dernier cours, le salarié a peur de perdre son emploi et qu'il accepte plus facilement un salaire moins élevé. C'est ce qu'a prouvé William Phillips, où il a étudié le rapport entre le chômage et les salaires et publié ses résultats en 1958, où il montre clairement une relation entre le niveau de chômage et les salaires. Plus le chômage est haut, plus les salaires baissent, ou bien plus l'augmentation des salaires ralentit. Nous avons vu également que Samuelson va étendre cette idée à l'ensemble des prix. Il dit qu'en fait, le prix du travail n'est qu'une composante de l'ensemble des prix. Et donc, il créa à partir de là l'arbitrage de Phillips ou le dilemme de Phillips. Ici, donc, à travers ce dilemme, le gouvernement doit faire un choix entre, par exemple, l'inflation et le chômage. Si le chômage est très élevé, alors il n'y a plus d'inflation, et inversement. Mais ce n'était pas le cas, en fait, dans les années 70, dans l'Europe et les États-Unis, où ils avaient une inflation extrêmement forte, qui n'avait pas stoppé l'augmentation du chômage. Le choc pétrolier de 1973 arrive avec une forte récession, un fort taux d'inflation et un fort taux de chômage, surtout en 1975. C'était la stagflation. La stagflation. Donc, cette courbe a été par la suite assez remise en cause et contestée, notamment par Friedman. Friedman, c'est le courant monétarisme. Qui a prédit, l'économiste Friedman a prédit l'effondrement de cette théorie de la courbe de Phillips. Le même argument avait été présenté par Phelps. Ces deux économistes ont dit qu'il manque quelque chose de central dans la réflexion de Phillips qui conduit à la disparition de la courbe de Phillips. Ce qui manquait en fait, c'était le rôle des anticipations, ou bien on va dire des attentes ou des prévisions. Notamment, on va dire dans notre cas, les anticipations d'inflation. Il est connu que la hausse des prix, on sait tous que la hausse des prix est généralement accompagnée de changements réels. Nous avons vu ça dans notre dernière séance de TD. Donc, les changements réels comme le salaire, comme la monnaie. Donc, l'augmentation des prix va diminuer les valeurs réelles. D'une part, parce que souvent, on va dire, elle n'est pas correctement anticipée, ou bien, d'autre part, en raison de rigidités diverses, comme certains salaires, par exemple, sont fixés par des contrats, ce qui traduit une baisse du pouvoir d'achat en cas d'une hausse des prix. Friedman et Phelps ont donc introduit les anticipations d'inflation dans la courbe de Phillips, qui est devenue la courbe de Phillips augmentée, ici, voilà. L'équation 4, dont nous avons augmenté, en fait, nous avons introduit ici l'inflation anticipée, donc après simplification, nous avons obtenu ici, voilà, la courbe de Phillips augmentée des anticipations d'inflation. Donc, dans le court terme, lorsque les anticipations d'inflation et l'inflation observée sont différentes, donc ici nous avons pi-t, qui est l'inflation observée, et pi-ta, c'est l'inflation anticipée. Donc, dans le court terme, ces deux inflations ne sont pas égales. Donc, on dit que l'arbitrage entre l'inflation et le chômage est possible. Parce qu'il existe des frictions, asymétrie d'information, rigidité diverses, donc les erreurs d'anticipation, par exemple aussi. Donc, tout ça peut être expliqué, bon, Friedman a expliqué ça aussi économiquement, comme suit. Dans une économie non habituée à l'inflation, un choc inflationniste
peut avoir un impact réel positif. Donc, les valeurs réelles peuvent être positives. On parle ici de croissance économique. Hein. Donc, à salaire constant, à salaire, je dis bien à salaire constant, les agents ne se rendant pas compte qu'avec retard des hausses des prix, entre-temps, les entreprises bénéficient d'une réduction des coûts de production réels. On a vu déjà ça. Donc, ce qui permet une hausse de la production et de l'emploi. Ceci va engendrer, bien évidemment, une réduction du chômage qui est obtenue grâce en échange à une hausse des prix, conformément à la courbe de Phillips. Cependant, pour Friedman, cet arbitrage n'est que provisoire. D'un côté, les agents prenant conscience de la baisse de leur pouvoir d'achat vont demander un rattrapage salarial, ils vont revendiquer des augmentations de salaire. Mais en outre, dans une économie habituée à l'inflation, comme ici en Algérie, nous avons l'inflation qui est un phénomène permanent, les agents vont formuler des anticipations d'inflation en se basant sur les taux d'inflation passés. Donc, les anticipations, ça, on appelle ça des anticipations adaptatives, où existent des erreurs d'anticipation suite, on va dire, au manque d'information ou la non-utilisation de l'information complète ou bien d'une manière optimale. On va voir ça dans le prochain cours. D'accord? Donc, de ce fait, à long terme, l'inflation et les anticipations d'inflation sont égales. Ils vont être égales. Donc, ici, à long terme, nous avons l'inflation observée va être égale à l'inflation anticipée. Donc, dans ce cas, le taux de chômage de long terme peut être assimilé à un taux de chômage d'équilibre ou naturel. Et la courbe de Phillips de long terme devient une droite verticale. Et l'arbitrage inflation-chômage disparaît. Donc, pour la courbe de Phillips augmentée, l'arbitrage inflation-chômage est possible si et seulement si l'inflation observée est différente à l'inflation anticipée. Il faut retenir ça. D'accord? Donc, dans le deuxième point ici, qu'est-ce qu'on a fait? La courbe de Phillips et l'offre globale. Dans ce point, en fait, nous avons démontré qu'il est possible d'établir la relation inflation-chômage à partir de la courbe de l'offre globale. On va voir ici par la suite, on va trouver cette équation 4. D'accord? Donc, vous allez voir, vous allez lire ici. Donc, à partir de l'offre globale, la courbe de l'offre globale, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer les anticipations de prix. Voilà, ici. Donc, l'offre globale augmentée, elle va devenir l'offre globale augmentée. C'est l'équation 5. Donc, on va intégrer les anticipations de prix à l'équation de l'offre globale qui devient courbe d'offre globale augmentée des prix anticipés. Cette équation nous montre que pour toute modification dans les anticipations, toute modification dans les anticipations de prix provoque un déplacement de la courbe d'offre globale. Par exemple, la courbe d'offre globale se déplace vers le haut si le niveau des prix anticipés augmente. Et inversement. Donc voilà, ça c'est l'offre globale augmentée. Ça, c'est l'offre globale à court terme et ça, c'est l'offre globale à long terme. Nous avons vu déjà dans le chapitre 2 que l'offre globale à long terme, elle est la production et devient production potentielle. Donc, maintenant, on parle ici de l'offre globale à court terme. D'accord? Donc, à travers l'équation de l'offre globale augmentée et en intégrant la relation d'Okun, ici, ça c'est mathématiquement, on a intégré ici la maximisation de profit et par la suite, on a eu on a abouti à la fonction de l'offre globale augmentée en supposant que les variables sont exprimées en logarithme. Ça, on avait introduit le logarithme, bien sûr. Pour avoir notre objectif, c'est toujours de
À partir de l'offre globale, on va aller vers la relation inflation-chômage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est on a intégré dans l'équation 5, on a intégré l'indice temporel. Donc, et on a pris le prix en fait, hein, le prix. On a simplifié. Donc, à travers cette équation, nous avons intégré aussi la relation, bien dans la relation de Kuhn, qui décrit une relation inverse entre la production et le chômage. D'accord? Donc, à travers l'équation de la courbe d'offre globale augmentée, qui est l'équation 5, et en intégrant la relation de Kuhn, qui décrit une relation inverse entre la production et le chômage, l'équation 17 ici, on aboutit à la relation de Phillips, qu'on a démontré à l'équation 4. Donc, ici, après simplification, voilà, on a trouvé ici l'équation de Phillips augmentée. La courbe de Phillips augmentée. Donc, on aura l'équation 18 qui est identique à l'équation 4. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que quelle que soit l'approche retenue, que ce soit via la courbe de Phillips initiale ou via la courbe globale augmentée, la relation inflation-chômage est exprimée de la même manière. À taux d'inflation anticipé donné, il y a une relation inverse entre le taux d'inflation et le taux de chômage, bien sûr à court terme. D'accord? Passons ici au rôle des anticipations. Dans ce point, on va expliquer notamment pourquoi la relation inflation-chômage s'est dégradée à partir des années 70. Et ce, en étudiant le rôle des anticipations, en particulier le mode de formation des anticipations. Pour cela, on va distinguer trois types d'anticipation. Nous avons les anticipations constantes, les anticipations adaptatives et les anticipations rationnelles. Pour les anticipations constantes, nous avons ici les agents ne révisent pas leur anticipation parce que ça s'appelle anticipation constante. C'est des anticipations constantes. Où les agents ne révisent pas leur anticipation. Le comportement des agents des années, ça reflète en fait le comportement des agents économiques des années 60. D'accord? Ceci renvoie à la courbe de Phillips décroissante pour le court terme. Voilà. On va à la courbe de Phillips décroissante pour le court terme et pour le long terme, pour les deux. Pour les autorités publiques, ceci consiste à déterminer le juste équilibre, donc ici entre les deux, par exemple ici entre les deux points A et B, on va dire que les autorités visent l'équilibre entre l'inflation et le chômage, donc ils vont faire l'arbitrage. Ici, toujours, on va dire que tant que la courbe est décroissante, donc l'arbitrage est possible. D'accord? Donc, l'arbitrage est possible et grâce à des politiques dites, on va dire, fine-tuning ou politiques de gestion de demande, ils peuvent faire l'arbitrage selon les objectifs. S'ils visent, par exemple, s'ils visent l'inflation, bien le chômage, donc elles vont faire on va dire, l'arbitrage. Concernant les anticipations, donc pour les anticipations constantes, nous avons les agents ne révisent pas leur anticipation, nous avons les mêmes. Donc l'inflation observée, elle est égale à l'inflation anticipée. D'accord? Donc, pour les anticipations adaptatives, comme on a expliqué tout à l'heure, brièvement, les agents ici formulent des anticipations d'inflation en se basant sur le passé. Donc, ceci peut engendrer des erreurs d'anticipation à court terme, mais ces erreurs sont corrigées. D'accord? Les erreurs ici sont corrigées. Les anticipations adaptatives, en fait, c'est un processus par lequel les agents révisent leur anticipation d'inflation à chaque période en fonction de l'erreur qu'ils commettent à la période précédente. En principe, vous avez vu à peu près ça dans le module de série temporelle où la chargée de cours vous a expliqué le processus de prévision
à partir des données passées. Donc, on va se baser sur les données passées pour pouvoir prévenir le futur, on va dire le futur proche. Hein. T plus 1 ou bien T plus 2, pas plus. Ce n'est pas le futur la long terme. C'est le court terme. Donc, on parle par la suite, on corrige. Comme elle vous a donné, je me rappelle l'exemple de prévision sur la COVID. À partir des corrections sur le passé T-1 et T-2, ils ont corrigé et ils nous ont donné des prévisions pour l'année 2022, par exemple. C'est la même chose ici pour les anticipations d'inflation. D'accord? Donc, à partir de l'équation 20, ici, donc l'équation 20, toute erreur d'anticipation peut être corrigée lors des périodes suivantes, comme le montre ici aussi l'équation 21. D'accord? Donc, l'équation 21, c'est la simplification de l'équation 20. On a pris l'inflation anticipée pour la période T, de l'autre côté ici, et on a simplifié. D'accord? Donc, cette équation 2021 indique que l'inflation, ici, l'inflation formulée à la période T pour la période T plus 1, c'est une anticipation, n'est qu'une moyenne pondérée entre l'inflation observée, qui est QT, bien effective, de la période T, et l'inflation, ici, qui a été déjà formulée en période T-1 pour la période T. C'est l'anticipation de la période T. Donc, l'anticipation de la période T a été effectuée à la période T-1. D'accord? Donc, et là, ici, nous avons l'équation 22, c'est le cas général. Donc, l'équation 22 est une illustration du cas général. Elle montre que l'inflation est une moyenne pondérée des inflations précédentes, bien passées. D'accord? Graphiquement, aussi, nous avons ici le graphique. La figure 3 nous montre qu'à partir de l'équilibre initial, ici, au point A, on suppose qu'on est ici à la période 1. Donc, nous avons l'équilibre qui est le point A. Ça c'est bien sûr, c'est la courbe de Phillips de court terme, bien sûr, elle est décroissante. Donc, ça veut dire que l'arbitrage est possible. Avec une inflation anticipée, ici, nous avons au point A, nous avons l'inflation anticipée, elle est égale à l'inflation effective. On dit ici que l'erreur d'anticipation est nulle. Donc, dans le point A, où l'inflation observée est égale à l'inflation anticipée, ça veut dire que l'erreur d'anticipation est nulle. Supposons ici que les autorités visent une diminution du chômage et décident de relancer la demande avec une politique, on va dire, une politique monétaire expansionniste. Sur la courbe de Phillips de court terme, l'équilibre va se déplacer ici du point A au point B. À l'âge. Pourquoi? Ici, la politique monétaire expansionniste, elle va engendrer une diminution bien une baisse du taux d'intérêt. La baisse du taux d'intérêt va va encourager les investissements, donc elle va faire augmenter les investissements. L'augmentation des investissements qui est composante de la demande globale va augmenter la demande globale avec une augmentation du PIB qui est le revenu. Le PIB, c'est la production aussi. Donc, l'augmentation de la production va engendrer une diminution du chômage. Comme on voit ici, la diminution du chômage du UA, bien UN ici, il est considéré ici comme le taux de chômage naturel, donc de UA à UB. Donc ici, nous avons un chômage qui a été réduit avec une augmentation d'inflation, bien sûr, de Pi1 à Pi2. D'accord? Ceci, l'augmentation de l'inflation, bien sûr, va engendrer quoi? Il va provoquer une diminution du pouvoir d'achat, du salaire réel. D'accord? Donc, dans le point B ici, on voit que l'inflation, ici, c'est Pi2. Mais Pi2, elle n'est pas égale à l'anticipation P1. D'accord? Elle n'est pas égale.
Donc, à la période suivante, les agents se rendant compte que l'inflation a augmenté et que les salaires réels effectifs sont plus faibles que les salaires réels anticipés, ils procèdent alors à une révision à la hausse de leur anticipation de l'inflation et demandent une augmentation des salaires nominaux. D'accord? Donc, l'augmentation de l'inflation va engendrer une demande, bien une revendication vers la hausse pour les salaires nominaux. Sur le marché du travail, chez ça, l'augmentation des salaires provoque une diminution de la demande de travail et une augmentation de chômage qui va revenir à son niveau initial, le niveau initial considéré d'équilibre naturel, avec une inflation supérieure de l'inflation première. Donc, nous avons ici le UA, le UB va revenir à UN avec une inflation P2. Donc, ici, quand nous avons que l'équilibre va se déplacer du point B vers le point C. Le point C ici, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une révision des anticipations d'inflation. Cette révision d'anticipation d'inflation, elle a provoqué le déplacement de l'équilibre du point B vers le point C, où une nouvelle courbe de Phillips de court terme apparaît. D'accord? Et pour laquelle les anticipations d'inflation sont plus élevées. Donc, nous avons ici P anticipé de la période 2, bien sûr, il est supérieur à P1, à l'anticipation première. Cette nouvelle courbe montre que les erreurs d'anticipation ont été corrigées, puisqu'ici, dans le point C, nous avons P2 est égal à l'inflation observée, elle est égale à l'inflation anticipée. D'accord? Donc, on voit que le retour du niveau de chômage naturel ici, donc le retour n'a pas été effectué sur la même courbe, mais en créant une nouvelle courbe de Phillips de court terme. En reliant les points A et le point C, bon, pour le troisième cas, c'est la même chose. Hein, d'accord? Donc, le point C, avec une politique expansionniste, va se déplacer vers le D. On va d'attaquer avec les revendications salariales, ça va devenir au point C, en créant une troisième courbe de Phillips de court terme. Donc, en reliant ces trois points d'équilibre, on obtient la courbe de Phillips de long terme, qui est une droite verticale. Donc, la révision des anticipations. Avec cette révision des anticipations, la politique monétaire expansionniste provoque uniquement une augmentation de l'inflation. Donc, à long terme ici, à long terme, même si on a une politique expansionniste, elle ne va créer que de l'inflation. Donc, elle sera inefficace par rapport au chômage. D'accord? Donc, voilà, pour un chômage identique ici, nous avons, avant la mise en place d'une politique expansionniste, nous avons le taux d'inflation, même s'il augmente, à long terme, on a la révision des anticipations. Donc, chaque révision d'anticipation va faire revenir le taux de chômage vers le taux de chômage naturel. D'accord? Donc, ici, cette figure nous montre qu'il existe deux courbes de Phillips, en fait. Donc, nous avons une courbe de Phillips de court terme qui décrit une relation décroissante entre l'inflation et le chômage, où les politiques économiques de demande sont encore efficaces et l'arbitrage est toujours possible. Pour la courbe de Phillips de long terme, nous avons ici, c'est une droite verticale, bien sûr, l'arbitrage inflation-chômage disparaît et l'efficacité des politiques économiques de demande est quasiment nulle. Elle ne crée que de l'inflation. Donc, on déduit que lorsque les anticipations d'inflation sont adaptatives, l'arbitrage inflation-chômage est possible à court terme, mais pas à long terme. Nous avons vu que pour les anticipations, le premier cas, les anticipations constantes, à court terme et à long terme, l'arbitrage était possible.
Mais ici, l'arbitrage est possible que pour le court terme. Pour le long terme, il n'est pas possible et que l'efficacité de la politique est limitée dans le temps. D'accord? En ce qui concerne le taux de chômage naturel, nous avons déterminé à travers l'équation 3 en haut un taux de chômage, attendez, un taux de chômage, voilà, l'équation numéro 3, voilà. Nous avons vu l'équation numéro 3 en haut, vous allez la trouver. Nous avons déterminé à travers cette équation un taux de chômage de long terme qui est assimilé à un taux de chômage d'équilibre ou un taux de chômage naturel. Par l'expression UT est égal, donc UT c'est le chômage observé, est égal au chômage d'équilibre. Donc le chômage effectif est égal au chômage d'équilibre. Si on remplace le chômage d'équilibre U bar par UN, c'est le U, voilà, U naturel, c'est le taux de chômage naturel. Donc on aura ici UT, voilà, c'est la croissance 24. Nous aurons le taux de chômage effectif est égal au taux de chômage naturel. Donc, à long terme, le taux de chômage est égal à son niveau naturel et il est indépendant de toute politique économique visant à relancer la demande. Ce taux de chômage est désigné par le terme NAIRE. Voilà, NAIRE, c'est No Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Bon, il est proche du NAIRE défini dans le chapitre 3. Donc, on a remplacé la croissance des salaires par l'inflation. D'accord? Et qui peut se traduire, voilà, le NAIRE, voilà, le NAIRE, c'est le taux de chômage n'accélérant pas l'inflation. Donc, nous avons le taux de chômage, nous avons UT, le chômage effectif est égal au chômage d'équilibre, ou bien chômage naturel, lorsque la différence entre les taux de chômage, le taux d'inflation observé et le taux d'inflation anticipé est égal à 0. Donc, il est avec une inflation stable. D'accord? Donc ce niveau, on appelle le NAIRE. Donc, passons maintenant aux anticipations rationnelles, le dernier point en fait. Les anticipations rationnelles, ici on arrive à la dernier mode de formation. Les agents ici économiques forment leur anticipation en utilisant l'ensemble d'informations dont ils disposent de manière optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces informations incluent l'historique des réalisations passées et présentes de la variable étudiée. Bon, ici, nous avons la variable, c'est l'inflation dans notre cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les erreurs qui ont été établies dans les anticipations adaptatives ne sont pas systématiques. D'accord? Donc, ceci signifie que les agents économiques ne commettent pas d'erreurs dans leurs prévisions. Ceci ressemble en fait à la courbe de Phillips issue des anticipations adaptatives à long terme qu'on a vu maintenant. C'est la courbe verticale. L'hypothèse d'anticipation rationnelle de l'inflation, ici, donc, elle s'écrit, voilà, elle s'écrit l'inflation anticipée pour la période T plus 1 à la période T est égale à l'espérance mathématique de l'inflation conditionnellement à l'ensemble des informations ici, ça c'est les informations dont l'agent dispose. C'est les informations passées, T-1. D'accord? Donc, avec l'anticipation rationnelle, les agents intègrent dès à présent les conséquences futures des politiques économiques. Donc, dès lors, la courbe de Phillips est verticale à court et à long terme. Voilà la courbe, elle est verticale à court et à long terme. Donc, ici, le taux de chômage est directement égal au chômage naturel et l'arbitrage inflation-chômage n'est possible ni à court terme ni à long terme. Voilà pour les anticipations. Je crois que ce concept est lié au module que vous êtes en train de faire sur les séries temporelles pour les prévisions.
Donc, ici, nous avons bien sûr, nous avons vu le cas de l'inflation, mais le cas général, en fait, c'est ailleurs, c'est dans notre module. Donc, ici, voilà, je vous remercie et vous souhaite bon courage. Merci, au revoir.